Bonjour aux amateurs de littérature que vous êtes et bienvenue dans l'épisode numéro 41 de l'alchimie d'un roman. Et aujourd'hui, comme certains d'entre vous me l'ont suggéré en commentaire, nous allons nous intéresser au roman historique. Et j'entends par là le vrai roman historique, pur sucre, celui qui avant de nous divertir est écrit pour nous apprendre quelque chose. Pour nous apprendre l'histoire avec un grand H, l'histoire d'une époque ou d'une région. Pour nous apprendre aussi la culture et la vision du monde de peuples éloignés par la distance ou par le temps. Alors de notre marmite, nous allons sortir aujourd'hui Samarcande, le grand roman d'Amin Maalouf, et nous allons, comme à notre habitude, en distiller les 4 saveurs, l'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu dans lequel le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Alors de quoi nous parle Samarcande, de quelle époque, de quel endroit ? De Samarcande bien sûr, mais savez-vous seulement où se trouve cette ville légendaire ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite en 1 minute chrono. Samarcande, c'est d'abord l'histoire de la Perse au XIe siècle. Une région qui recouvre plusieurs pays modernes, l'Iran bien sûr, mais aussi l'Irak, la Syrie et le sud de la Russie. Samarcande, c'est aussi l'histoire du grand poète Omar Khayyam qui y vivait à l'époque. Un poète scientifique, astronome, astrologue et mathématicien, et on le rencontre aux côtés du vizir Nizam el-Molk, un grand administrateur qui rêve d'unifier un empire puissant, riche et pacifié. Et de Hassan Sabbah, idéologiste ismaélien, une secte extrémiste qui préconise la rigueur religieuse contre les plaisirs, l'alcool, la musique et les femmes. Alors Hassan fonde la tristement célèbre secte des assassins et il fait tuer Nizam. Omar prend la fuite et se réfugie dans la rédaction de son manuscrit, les Robaïat. Puis le roman nous transporte, sans transition, à la toute fin du XIXe siècle où l'on suit l'américain Benjamin Lesage à la recherche du fameux manuscrit disparu d'Omar Khayyam. Pour le retrouver, il se rend en Perse au beau milieu d'une révolution qui veut installer un parlement avec une constitution, contre la volonté de certains fondamentalistes religieux, mais surtout contre les intérêts de la puissante Russie encore tsariste à l'époque. Après de nombreux combats, les Russes finissent par avoir raison, Benjamin et sa femme, la princesse Chirine, prennent la fuite avec le manuscrit vers les États-Unis, à bord, je vous le donne en mille, du Titanic. Benjamin échappe au naufrage, mais pas son livre légendaire qui disparaîtra à tout jamais dans les eaux glacées de l'Atlantique. Alors voilà ce qu'est un véritable roman historique. C'est un roman dont le but premier est de nous apprendre des choses, de nous apprendre une histoire que l'on ne connaît pas, l'histoire de la Perse. Autant dire que c'est purement un roman de la Terre. Ce qu'il raconte, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. Les personnages décrits sont tout à fait réels, les événements aussi. Et Amin Maalouf choisit 2 époques fondamentales dans l'histoire de la Perse, le XIe siècle et le tournant du XXe siècle. Le XIe siècle, c'est l'administration de la Perse par le vizir Nizam el-Molk, sorte de premier ministre sous le règne de la dynastie turque des Seldjoukides et qui installa un État efficace et bien ordonné. Il rédigea même un traité d'organisation politique resté célèbre, au même titre par exemple que le prince de Machiavel en Occident. Mais le XIe siècle, c'est aussi l'époque d'Hassan Sabbah, l'homme qui fonda la secte des assassins, qui a tellement marqué son époque que le nom assassin est resté dans notre vocabulaire moderne. Une secte extrémiste et violente, une secte religieuse rigoriste, qui interdisait toute forme d'art et de divertissement. Mais malgré cela, cette époque, ce XIe siècle persan, reste aussi un âge d'or des sciences et des arts grâce au 3e personnage, Omar Khayyam, à la fois poète et scientifique, à l'image par exemple d'un Léonard de Vinci. Ok, mais ce n'est que la moitié du roman, parce qu'Amin Maalouf ensuite nous décrit une 2e époque fondamentale dans l'histoire de la Perse, la révolution constitutionnaliste de 1905, avec des personnages comme Djamaleddin, l'organisateur d'une grande nation pan-islamique, ou Mirza Reza, plus enclin à l'action violente, assassin du Shah d'Iran de l'époque. Et nous voilà donc plus savants. Mais la question que je me pose toujours quand je lis un tel roman historique, c'est pourquoi l'auteur Amin Maalouf a-t-il ressenti le besoin d'écrire un roman, donc une fiction, et non pas purement et simplement un traité d'histoire. Et ici on peut vraiment se poser la question, tellement le curseur entre la fiction et la réalité est complètement déporté du côté de l'histoire avec un grand H, et en fait assez éloigné du roman. Plusieurs éléments font apparaître cela. Et en particulier, le plus spectaculaire, c'est le rôle que joue dans l'intrigue le fameux manuscrit, les Robaïat d'Omar Khayyam. A priori, on pourrait penser que ce recueil de poèmes est le sujet même de Samarcande, l'objet central de toutes les passions, et le Graal que recherche Benjamin Lesage. Or, on s'étonne du peu de place consacrée aux poésies d'Omar Khayyam, juste 1 ou 2 quatrains par-ci par-là, sans parler du désintérêt surprenant que lui porte Benjamin Lesage à partir du moment où il le retrouve.
En fait, ce manuscrit, c'est typiquement ce qu'Alfred Hitchcock appelait un MacGuffin, c'est-à-dire un objet dont on parle tout le temps, un objet que les personnages du roman poursuivent inlassablement, mais qui dans le fond n'a pas vraiment d'importance. Et le manuscrit des Robaiyat, en vérité, est juste un fil rouge qui permet à l'auteur de justifier la position des deux époques historiques tellement éloignées qu'il veut nous raconter. Ce que veut vraiment nous raconter Amin Maalouf, ce n'est pas la poésie d'Omar Khayyam, c'est l'histoire de la Perse. Samarcande, donc, est bel et bien un livre d'histoire. D'ailleurs, son style est souvent très factuel. Voyez cet exemple d'une phrase qu'écrit Amin Maalouf. Revoyons la scène. Nous sommes à la fin du XIe siècle, très exactement le 6 septembre 1090. Hassan Sabbah, génial fondateur de l'ordre des assassins, est sur le point de s'emparer de la forteresse qui sera pendant 166 ans le siège de la secte la plus redoutable de l'histoire. L'auteur utilise un présent de narration qui produit un point de vue assez désincarné. Le lecteur observe l'histoire du XIe siècle depuis son époque contemporaine. Il ne se sent pas dans les rues de Samarcande aux côtés d'Omar Khayyam. Il connaît même déjà ce qui se passera 166 ans plus tard. Enfin, Amin Maalouf prend aussi le temps de faire des digressions pour nous expliquer un fait historique qu'il n'a pas réussi à caser dans son intrigue. Il écrit par exemple « Pour représenter l'inconnu dans ce traité d'algèbre, Khayyam utilise le mot « chez » qui signifie « chose ». Ce mot orthographié « xé » dans les ouvrages scientifiques espagnols a été progressivement remplacé par sa première lettre X, devenue symbole universel de l'inconnu. Avec le vocabulaire d'aujourd'hui, on appellerait ça un fun fact. Et vous comprenez qu'avec ce genre de digression, on ne se sent pas du tout dans la peau d'Omar Khayyam, mais bien dans celle du lecteur d'ouvrages historiques que nous sommes. Bon, mais ça n'explique toujours pas pourquoi Amin Maalouf a voulu quand même que son livre soit un roman. En fait, le roman, et Maalouf le sait très bien, c'est la forme idéale pour transmettre des émotions et toucher le cœur plutôt que la raison. Et Amin Maalouf, en s'attaquant au projet de Samarcande, s'est donc donné un double défi, celui de transmettre à la fois des informations factuelles sur l'histoire de la Perse, mais aussi de transmettre des émotions et des sensations sur ce qu'il appelle lui-même l'âme de la Perse. Eh bien oui, après tout, pourquoi ne pourrait-on pas faire les deux ensemble? Nous avons tous à la fois un cœur et un cerveau, non? Alors pour atteindre ce double objectif, Amin Maalouf utilise son meilleur outil, le style. Et comme son objectif est double, il va dédoubler son style. Et donc, à côté des phrases froides et factuelles dont je parlais à l'instant, Maalouf utilise aussi, sans transition, des phrases au contraire lourdes de fioritures et d'enluminures. Pourquoi? Il l'avoue lui-même, par la bouche de son narrateur. Parce que l'époque est pompeuse et cérémonieuse. On y rencontre donc des phrases comme « Un esclave tient un plat de pétales de rose confit. Le souverain en choisit un, le pose sur sa langue, le laisse fondre contre son palais, avant de tendre nonchalamment la main vers un autre esclave qui lui asperge les doigts d'eau parfumée. On est quasiment dans un imaginaire des 1001 nuits. Comme aussi dans certains dialogues, quand Omar Khayyam, par exemple, s'exclame « Le temps noircelle, il nous somme de jouer notre avenir sur ces minutes embrouillées ». Effectivement, c'est pompeux. Imaginez-vous seulement un instant que quelqu'un puisse prononcer une telle phrase dans la vraie vie. Alors du coup, tout cela est un peu chargé, mais c'est très calculé. Car en plus d'apprendre l'histoire de la Perse, nous devons apprendre son goût de la pompe et de la cérémonie, son goût de l'or et des fioritures. Samarcande, ce n'est pas Stockholm. Et pour nous faire comprendre cela, pour nous faire partager ce goût du sucre et des couleurs vives, rien de mieux que de nous immerger dans ses images et dans sa poésie. La poésie épicurienne des fameux quatrains d'Omar Khayyam, qui bien sûr ne sont pas écrits sur du vulgaire parchemin, mais sur du kagèse chinois, le meilleur papier qui ait jamais été produit par les ateliers de Samarcande. Nous voilà en bonne voie, mais notre découverte de l'âme de la Perse ne s'arrête pas à cette première immersion dans une esthétique orientale. Car après l'esthétique vient le deuxième degré, la vision du monde. Et cette vision du monde typiquement persane nous est présentée au travers des trois personnages historiques qui vont agir comme des archétypes. Alors Amin Maalouf ne s'embarrasse pas de périphrases et il écrit carrément « Nizam el-Molk, Hassan Sabbah et Omar Khayyam sont des personnages fort différents, mais qui représentent chacun un aspect éternel de l'âme persane. J'ai parfois l'impression d'être les trois à la fois. Comme Nizam el-Molk, j'aspire à créer un grand État musulman fût-il dirigé par un insupportable sultan turc. Comme Hassan Sabbah, je sème la subversion sur toutes les terres d'islam, j'ai des disciples qui me suivraient jusqu'à la mort. Comme Omar Khayyam, je guette les rares joies de l'instant présent et compose des vers sur le vin, les chansons, la taverne, la bien-aimée. Trois tendances qu'il montre ensuite à l'œuvre à une autre époque, dans la deuxième partie du livre, avec les constitutionnalistes qui recherchent l'ordre à travers le compromis, les extrémistes intraitables prêts au meurtre et à la guerre pour ne rien abandonner de leur dogme,
et ceux qui préfèrent la fuite comme Benjamin le Sage, dont le nom n'a pas été choisi au hasard par Amin Maalouf. Et voilà tout ce que l'on a appris. D'abord des éléments factuels de l'histoire de la Perse, couvrant 2 époques éloignées mais cruciales, puis une esthétique riche et un peu capiteuse propre à cette région, mais surtout, une vision du monde, partagée entre 3 pôles, le pragmatisme raisonné, l'extrémisme intransigeant et un certain épicurisme détaché. Et bien sûr, et c'est pour cela que j'y ai apposé ma petite flamme, on sent bien que c'est derrière ce triangle que se cache le véritable message de ce roman. Un message qui forcément résonne avec l'actualité de cette région. Actualité de la fin des années 80, quand Amin Maalouf a écrit ce roman, avec la guerre du Liban et la guerre Iran-Irak. Mais aussi la guerre de nos années 2010 avec la situation de l'Irak et de la Syrie. Et les 3 visions des 3 protagonistes de Samarcande deviennent 3 façons de considérer ces conflits, 3 visions antagonistes entre lesquelles il va falloir choisir. Alors très rapidement, Amin Maalouf écarte le point de vue d'Hassan Sabbah, et c'est donc un premier message bien tranché. Hassan exige de ces hommes qu'ils ignorent l'amour, la musique, la poésie, le vin, le soleil. Il méprise ce qu'il y a de plus beau dans la création, et il ose promettre le paradis. Crois-moi, si sa forteresse était la porte du paradis, je renoncerais au paradis. Restent 2 options, tenter de bâtir un royaume d'ordre et de paix, mais aussi de compromis, ou bien jeter l'éponge et fuir dans un monde intime de poésie et de plaisir. Et c'est bien le sujet de ce roman, sous-peser inlassablement ces 2 options. D'un côté, la lutte politique, le sacrifice et l'héroïsme, mais qui débouche sur des victoires toujours éphémères. Avec au XIe siècle, Gengis Khan qui finit par tout emporter, alors qu'au XXe siècle, ce sont les Cosaques du Tsar de Russie qui mettent fin au rêve d'une démocratie constitutionnelle. Alors on se dit que par contraste, c'est l'autre voie que choisit Amin Maalouf, la voie de l'éternité. Il écrit « La poésie ne connaît pas la loi des sciences, elle ne nie jamais ce qui l'a précédée et n'est jamais niée par ce qui la suit. Elle traverse les siècles en toute quiétude. La poésie d'Omar Khayyam survivrait donc aux guerres et au fanatisme, la poésie seule survivrait au temps. Mais non. À la fin du roman, Benjamin visite une dernière fois Samarcande. Il n'en reste plus rien. Il ne retrouve plus rien des quartiers et des monuments de l'époque d'Omar Khayyam. Toute cette poésie était, elle aussi, éphémère. Et puis, le manuscrit lui-même disparaît avec le Titanic, et la princesse Chirine, la femme de Benjamin, disparaît aussi. Alors cela aussi, la poésie, l'amour, sont donc éphémères. Et Amin Maalouf nous laisse ainsi devant la question à laquelle lui-même n'a pas trouvé de réponse. Et voilà, c'est terminé, et merci à vous de m'avoir fait découvrir ce roman en me le proposant dans vos commentaires. C'était donc mon épisode numéro 41, ce qui signifie qu'il en existe 40 autres, au moins, à découvrir. Vous les trouverez sur ma chaîne YouTube, à laquelle je vous conseille de vous abonner, ne serait-ce que pour me faire plaisir. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook ou sur mon blog, et en attendant l'épisode numéro 42, dont certains ont déjà deviné le thème, je vous dis au revoir et à bientôt.